Angela Merkel court le risque de voir sa fragile coalition allant de la droite dure bavaroise aux sociaux-démocrates s'écrouler. Si elle échouait au niveau européen, sa position deviendrait difficilement tenable tant elle a prôné une réponse communautaire à l'afflux des demandeurs d'asile. La CSU du ministre de l'Intérieur prévoit de refouler aux frontières tous les demandeurs d'asile ayant été enregistrés dans un autre pays de l'Union européenne, le plus souvent l'Italie et la Grèce, soit la quasi-totalité d'entre eux. Une situation qui peut être évitée si seulement si un accord européen ressort du sommet des 28 et 29 juin. Un responsable du parti bavarois, Hans-Peter Friedrich, a indiqué que des mesures de refoulement vont être élaborées pour début juillet. Cette question menace ainsi la majorité gouvernementale, constituée dans la douleur il y a 3 mois, et agite le spectre d'élections anticipées qui pourraient, avant tout, profiter à l'extrême droite. Les 2 semaines qui viennent s'annoncent donc décisives et compliquées pour la chancelière, car ce qu'exige son aile droite est précisément ce dont ne veut pas l'Italie, pays d'arrivée des migrants qui réclament leur répartition en Europe. La chancelière doit recevoir ce mardi le président français Emmanuel Macron et celui de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Une réunion de dirigeants européens avant le sommet de l'Union est aussi évoquée. Donald Trump avait promis qu'il sera sans état d'âme sur l'immigration illégale. Son ministre de la Justice applique une politique de tolérance zéro, même si cela implique de séparer des familles. À la frontière avec le Mexique, près de 2000 mineurs ont été séparés de leurs parents en 6 semaines. Inadmissible. C'est ainsi que le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme qualifie la décision des États-Unis. Penser qu'un État puisse chercher à dissuader des parents en infligeant de tels abus sur des enfants est inadmissible. J'invite les États-Unis à mettre fin immédiatement à la pratique de la séparation forcée de ces enfants et j'encourage le gouvernement à ratifier enfin la Convention relative aux droits de l'enfant afin de garantir que les droits fondamentaux de tous les enfants, quel que soit leur statut administratif, seront au centre de toutes les lois et politiques nationales. Le rythme des séparations s'est nettement accéléré depuis début mai, lorsque le ministre de la Justice a annoncé que tous les migrants passant illégalement la frontière seraient arrêtés, qu'ils soient accompagnés de mineurs ou pas. Or, les enfants ne peuvent être envoyés dans la prison où sont détenus leurs proches, ce qui conduit aux séparations. À Washington, les élus de l'opposition démocrate dénoncent une pratique diabolique. La première dame américaine, Melania Trump, a déclaré dimanche qu'elle détestait voir des enfants séparés de leurs parents sans papier. Elle a appelé à un accord bipartisan au Congrès pour réformer les lois en matière d'immigration. La répression le 18 avril des manifestations contre l'insécurité sociale a fait basculer le Nicaragua dans le chaos. Ces violences ont provoqué la mort d'au moins 178 personnes, presque entièrement aux mains des forces de police et des groupes armés pro-gouvernement, avec au moins 1500 blessés d'après le haut-commissaire. Zaïd Raad al-Hussein a fait ces déclarations à l'ouverture de la 38e session du Conseil des droits de l'homme. Vu la gravité de la situation, il serait bien indispensable de créer une commission d'enquête internationale. Le haut-commissaire a également dit espérer que les engagements pris lors de la reprise du dialogue national le 15 juin seront tenus, y compris la cessation de toutes les formes de violence. Vendredi, le gouvernement et l'opposition ont trouvé un accord autorisant des observateurs des droits de l'homme à venir enquêter sur les violences. Les représentants de l'opposition ont accepté une demande clé du pouvoir du président Daniel Ortega, un plan visant à lever les blocages qui entravent les routes pour empêcher les forces anti-émeutes de passer, selon la conférence épiscopale médiateur dans le conflit. Le chef de l'État s'est dit prêt à travailler à une démocratisation du pays, mais n'a pas dit s'il consentirait à écourter son mandat, valable théoriquement jusqu'en janvier 2022. Opposition et gouvernement au Nicaragua ont repris leur dialogue national lundi.
Après avoir franchi illégalement la frontière du Texas, Edilberto et son fils de 17 ans ont été séparés. Ces deux Honduriens ont eu de la chance, ils ont pu se retrouver quelques jours plus tard. C'était dur, ma pire journée. J'ai cru que je perdais mon fils. C'est ce que j'ai cru, que j'allais perdre mon fils. Les familles qui ont eu la chance de ne pas être séparées arrivent dans des centres humanitaires comme celui-ci. Mais en 6 semaines, près de 2000 mineurs ont été séparés de leurs parents à la frontière, dans le cadre de la politique de tolérance zéro du gouvernement face à l'immigration illégale. Les enfants sont séparés, mis dans des cellules différentes, pendant que le cas de leurs parents est traité. Et dans certains cas, ces familles seront amenées devant un tribunal fédéral pour être entrées dans le pays illégalement. Et les enfants seront totalement séparés. Jusqu'au sein du parti de Donald Trump, des voix s'élèvent contre ce durcissement des politiques migratoires. Mais le gouvernement campe ferme sur ses positions. Sous la présidence Trump, le ministère de la Justice ne restera pas bras ballants pendant que nos lois sont piétinées et discréditées. Nous prenons toutes les mesures possibles légalement pour y répondre comme il faut. Des centres humanitaires comme celui-ci, dans la ville frontalière de McAllen, aident les familles de migrants avant leur expulsion. S'ils avaient le choix, si leur pays était stable et en paix, je suis sûre qu'ils choisiraient de rester. Venues pour la plupart d'Amérique centrale, ces familles seront expulsées dans certains des pays les plus dangereux de la planète. Les affrontements sanglants au Yémen entre rebelles et forces pro-gouvernementales se poursuivent désormais aux abords du port stratégique de Hodeïda. Samedi matin, l'armée yéménite avait affirmé dans un tweet avoir pris l'aéroport de Hodeïda, fermé à l'aviation depuis 2014 et situé au sud de la ville. Mais un peu plus tard dans la journée, des sources militaires au sein du camp gouvernemental yéménite nuancent. Les forces loyalistes n'étaient pas encore dans l'aéroport. L'évidence sur le terrain, les combats se poursuivent. Pour empêcher les forces loyalistes d'acheminer des renforts vers Hodeïda par la route côtière au sud de la ville, les rebelles ont lancé une attaque sur cet axe depuis l'intérieur des terres, tuant 12 soldats. En tout, le bilan des combats fait état de 140 morts, dont 119 rebelles et 21 soldats yéménites. Face au désastre, l'émissaire de l'ONU pour le Yémen, arrivé sur les lieux, devait proposer aux responsables des rebelles qui tiennent la capitale Sanaa de transférer le contrôle de Hodeïda à un comité supervisé par l'ONU afin d'éviter de nouveaux combats sanglants. La poursuite de l'offensive fait craindre une interruption de l'aide humanitaire qui passe principalement par ce port sur la mer Rouge. Des chiffres actualisés lundi par l'administration Trump font état de plus de 2300 enfants et jeunes migrants séparés en 5 semaines de leurs parents. Ces derniers accusés d'avoir franchi illégalement la frontière des États-Unis. Le gouvernement mexicain se dit consterné par cette politique et exprime la plus catégorique et énergique condamnation. Je veux que ce soit bien clair. Le gouvernement mexicain ne fait pas la promotion de l'illégalité ni de la migration illégale. Cependant, j'insiste et j'ai la conviction et par obligation constitutionnelle et légale, nous ne pourrons pas et ne resterons pas indifférents face à une situation cruelle et inhumaine. Nous appelons les hautes instances du gouvernement des États-Unis à reconsidérer cette politique et à prioriser le bien-être et le respect des droits de ces fillettes et garçons, indépendamment de leur nationalité et de leur statut migratoire. Malgré le tollé provoqué par cette pratique, le président Donald Trump revendique sa fermeté extrême aux frontières au nom de la tolérance zéro. Il a affirmé qu'il ne laissera pas les États-Unis devenir un camp pour migrants. Les 5 corps ainsi que des gilets de sauvetage et des débris d'une embarcation en bois ont échoué sur une plage dans la région de Werchefana, à l'ouest de Tripoli.
Mohamed Al-Imam, chef d'une unité au sein du Croissant Rouge chargé de la collecte des corps, a indiqué qu'au moins 5 autres corps flottant sur l'eau avaient été aperçus dans le large, mais il était difficile de les repêcher. Faute de moyens, le beau temps favorise les départs massifs de migrants vers l'Europe depuis les côtes libyennes pour une périlleuse traversée de la Méditerranée dans des bateaux souvent surchargés et vétustes. Lundi, 5 corps de migrants avaient déjà été récupérés et plus d'une centaine de personnes secourues après le naufrage de leur embarcation au large de la côte ouest de la Libye. La Libye est un pays de destination et de transit vers les côtes européennes pour des milliers de migrants africains profitant de l'instabilité politique de ce pays. Des centaines d'entre eux meurent tous les ans en traversant dans des conditions extrêmes la Méditerranée vers l'Italie. La chancelière allemande a refuté mardi les affirmations du président américain Donald Trump, qui a soutenu une nouvelle fois et contre toute évidence que la criminalité était en hausse en Allemagne en raison de l'afflux de migrants. Selon lui, la criminalité a augmenté en Allemagne depuis que Merkel a ouvert les portes de son pays à plus d'1 million de demandeurs d'asile depuis 2015. Les États-Unis viennent de dépasser l'Allemagne en ayant le plus grand nombre de demandeurs d'asile au monde. Vous imaginez? Et l'Allemagne a accueilli des millions de gens. Et d'ailleurs, la criminalité, depuis qu'ils ont commencé à les accueillir, a augmenté de 10%. C'est une des raisons pour lesquelles c'est à ce niveau, parce qu'ils n'aiment pas reporter ce genre de délit, donc ils le notent sous une autre catégorie. Mais cette criminalité a augmenté de 10% depuis qu'ils ont commencé à les faire entrer. Je vais très prochainement faire en sorte que quand les pays abusent de nous en nous envoyant leurs ressortissants, et pas les meilleurs, on ne donnera plus d'aide à ces pays. Pourquoi on devrait? Pourquoi? Les démocrates adorent les frontières ouvertes. Laissons venir le monde entier. Les gangs de partout, venez. Nos frontières sont ouvertes. Ils voient ça peut-être de façon intelligente, sauf que ça détruit notre pays. Mais ils les voient comme des électeurs potentiels. Pourtant, dans un rapport portant sur 2017, publié début mai, le ministre de l'Intérieur allemand s'était félicité que le nombre d'attaques physiques aux personnes ou aux biens ait atteint en 2017 son plus bas niveau historique depuis 1992. En critiquant frontalement la politique migratoire de Angela Merkel, le président américain souffle sur les braises du conflit qui déchire le gouvernement de la chancelière. Le président français et la chancelière allemande retrouveront les dirigeants italiens, grecs, maltais, espagnols, autrichiens, bulgares, belges et néerlandais invités à la dernière minute par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. En effet, malgré une chute spectaculaire des arrivées de migrants sur les côtes européennes depuis le pic de 2015, le sujet continue de provoquer de fortes tensions entre Européens et d'agiter les débats politiques dans les pays de l'Union européenne. Selon un projet provisoire de conclusion de la réunion de dimanche, les participants s'engageraient à œuvrer pour accélérer les renvois de demandeurs d'asile d'un pays de l'Union européenne vers un autre, quand ce dernier est considéré comme responsable du traitement de sa demande. Plusieurs mesures proposées dans ce document, qui pourra encore évoluer d'ici à dimanche, vont par ailleurs dans le sens d'un durcissement des obligations des demandeurs d'asile pour éviter leur mouvement secondaire dans l'Union européenne à la source de tensions entre États membres. Le sommet du 28 au 29 juin était initialement censé trouver un compromis pour faire avancer ce dossier, mais cette perspective est devenue illusoire selon plusieurs sources diplomatiques.